Un vestiaire, c'est un endroit un peu particulier, avec une ambiance particulière, et on a voulu recréer cet espace, ce lieu, pour vous faire vivre une expérience singulière. Et ce sera avec Dimitri Jovziki. J'ai bien prononcé ? Parfait. Voilà, Dimitri, pour guérir et rebondir. Alors, Dimitri a 25 ans, athlète paralympique, sprinter sur 100 mètres. En 2021, il devient vice-champion d'Europe, puis il termine 4e du 100 mètres des Jeux paralympiques de Tokyo. Et à peine 15 jours plus tard, après les Jeux, il subit une grave opération suite il est tombé malade. Et cette opération, et surtout cette maladie, aurait pu être fatale. Exactement. Tu as rebondi beaucoup mieux que ce que tu pensais. Tu avais pourtant mis en suspens ta préparation pour les Jeux 2024, Paris 2024. Tes performances se sont améliorées et c'est ce que tu vas nous raconter. Exactement. Bon vestiaire, Dimitri. Merci beaucoup. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent et présente pour m'écouter aujourd'hui. Donc, je viens vous présenter une conférence sur le thème de guérir et rebondir. Avant de vous parler un petit peu de l'occlusion intestinale et de ce qui m'est arrivé et tout le parcours qui m'a amené jusqu'ici, je voulais vous montrer une petite vidéo de présentation pour éviter de m'étaler sur ma présentation. Elle prend 2 minutes et ça vous permettra aussi de comprendre un petit peu comment et pourquoi je suis arrivé ici. Au vu des résultats de ce matin, je m'étais dit que j'avais ma place sur ce podium-là. Il fallait battre mon record. J'ai pas pu le faire ce soir, mais ça annonce de belles choses pour la suite. Il y a 2 mois, je partais pas au jeu encore. Je me suis qualifié in extremis au championnat d'Europe. Et là, aujourd'hui, je suis finale, je termine 4e. C'est un peu la place que personne aimerait avoir, mais c'est la mienne et je l'accepte. Pas de regret, j'ai vraiment tout donné. Donc voilà pour les présentations. Merci. Et là, je me rends compte que c'est pas forcément évident de deviner mon handicap avec la vidéo. Donc, je suis atteint d'une tétraparésie. Donc, c'est une paralysie partielle des 4 membres. Donc, c'est une maladie en fait de naissance, parce que je suis né grand prématuré. Et à la naissance, j'ai eu justement une entériocolite nécrosante du nouveau-né, qui était une maladie des intestins. Et on a dû m'opérer. Et puis, j'ai passé 6 mois en couveuse avec un manque d'oxygène, ce qui, selon les médecins, a causé en fait l'infirmité motrice cérébrale. Donc, pour faire simple, en fait, je suis paralysé des 4 membres à un niveau assez faible, on va dire, mais ça correspond à une catégorie de handicap qui est la catégorie T38. Et ça, je l'ai découvert en 2016 et c'est pour ça que j'ai une jeune carrière en milieu paralympique et que j'ai commencé l'athlé bien plus tôt. Donc, ça me semblait important que vous puissiez voir tout ça avant que je vous raconte ce que je vais vous raconter. Donc, 2 semaines après les Jeux,
En fait, j'ai fait une occlusion intestinale. Donc 2 semaines après ce que vous venez de voir, l'interview, ça a été brutal et sévère en fait. Je me suis levé un matin avec un mal de ventre. Et là, je vais entamer le premier chapitre que j'appellerai le miracle, parce que c'est arrivé un dimanche matin et que j'ai appelé en fait un médecin de garde et en fait on pouvait pas me prendre avant 17h et j'avais vraiment mal. Et comme j'avais la flemme d'attendre 17h, je suis allé aux urgences. Je me suis dit que je serais traité avant. Et aux urgences, on me dit bon, vous faites des coliques, vous pouvez partir. Et puis l'interne qui m'a reçu a eu la présence d'esprit de me faire une analyse d'urine. Et là, il revient en courant comme dans Grey's Anatomy. Je vous jure que ça s'est passé comme ça. Et il me dit non, il faut que vous fassiez un scanner. Vous faites peut-être des coliques néphrétiques. Vous avez du sang dans les urines. Et bon, je me dis bon, si c'est des coliques néphrétiques, alors on verra bien. Et puis là, ils font un scanner et ils découvrent une occlusion intestinale sévère. Et on me dit bon, là, il faut qu'on vous opère tout de suite parce que le pronostic vital est engagé. Donc ça a été ultra violent. Je m'attendais pas du tout à ça. Une heure avant, on me disait que je pouvais sortir. Là, on me dit que mon pronostic vital est engagé. Donc ça a été sévère, mais bon, pour le coup, j'avais pas trop le choix de passer sur le billard. Donc on m'a opéré. L'opération a duré 8 heures. Deuxième miracle qui est arrivé, c'est que en fait, quand ils ont ouvert, suite à la maladie que je vous ai évoquée tout à l'heure à la naissance, il y a eu tout un tas d'adhérences qui se sont créées en fait autour de l'intestin. Donc ils ont dû tout d'abord démêler tout ça, et puis ensuite ils ont galéré à trouver la anse qui était infectée et qu'il fallait réparer. Et donc ils ont mis 5 heures à faire tout ça, et au bout de 5 heures, ça c'est le chirurgien qui me l'a raconté, ils m'ont dit qu'ils avaient réfléchi à refermer, poser une poche. Donc là, 25 ans avec une poche, la carrière elle est terminée. Et comme je sais par quel miracle j'ai eu à lui dire que j'étais sportif de haut niveau, il s'est dit qu'il allait se laisser 20 minutes de plus, et ça serait les dernières, pour essayer de sauver ma carrière et puis sauver ma vie de jeune homme, hein, surtout, parce que j'ai que 25 ans. Et du coup, il a fini par trouver avec son équipe la hanse qui était infectée. Donc on m'a réséqué 20 cm d'intestin, on a tout refermé. L'opération a fini par durer 8 heures. Et là, je me réveille en salle de réanimation et commence le long parcours de réadaptation. Dans un premier temps, je ne me rends pas forcément compte de la gravité de ce qui s'est passé. Je suis un peu dans le gaz, hein, forcément, je sors de l'opération. Les médecins m'expliquent que c'était très grave et que je suis passé à 6 heures d'un décès certain. Donc là, on remet vite en question un petit peu tout ce qui a pu se passer et puis tout ce qui va se passer par la suite, parce que forcément, quand vous apprenez qu'on vous a réséqué 20 cm d'intestin, que ça va être compliqué de revenir. Et le chirurgien, la première chose qu'il me dit en arrivant dans ma chambre, c'est... Alors, il y avait mes parents autour. Et, mes parents n'ont pas osé me le dire. C'est le sport de haut niveau, va falloir doser, quoi. Et doser, ça veut tout dire et rien dire à la fois. Donc, en fait, ça voulait dire peut-être tu vas pouvoir reprendre, peut-être tu pourras jamais reprendre. Et à ce moment-là, je vous assure que j'ai tellement... j'ai tellement mal, et puis surtout, je commence à prendre conscience de ce qui est arrivé, que je me dis c'est pas grave en fait. Là, j'ai juste envie de marcher, j'ai juste envie de boire, j'ai juste envie de manger. Donc malheureusement, j'ai pas pu faire tout ça avant au moins 5 jours. Et donc très vite, je me dis finalement que je peux en vouloir à personne. J'ai eu énormément de chance dans mon malheur. Donc finalement, le sport de haut niveau, ça attendra. Ça reste toujours dans un coin de ma tête, comme vous avez vu dans la vidéo. Je suis quelqu'un de têtu. J'aime pas me laisser abattre. Alors parfois à tort, mais souvent à raison. Et du coup, je décide de me dire bon. Voilà, tu es passé à quelques heures de quelque chose de très très grave. Réalise déjà la chance que tu as d'être encore là, et surtout d'avoir un corps entier. Si on enlève les 20 cm d'intestin, d'être à peu près entier, de pouvoir avoir un avenir, quoi. Et donc comme ça se passe un petit peu la rééducation. Et donc très vite, pour pas sombrer, pour pas me prendre trop la tête, je me fixe des micro-objectifs. Et je me pose des questions. Et tout ce que je peux pas faire avec les bras et avec les jambes, je me dis je vais le faire avec la tête, parce que peut-être, si jamais je peux reprendre le sport, qu'est-ce qu'il va me falloir pour gagner une médaille à Paris. À ce moment-là, le projet est forcément remis en question. L'objectif, c'était de gagner une médaille à Paris, parce que quand vous finissez 4e au jeu 2 semaines avant, vous vous dites que faire mieux, c'est monter sous le podium, et puis à la maison, c'est vraiment le cadre idéal. Et puis là, forcément, 2 semaines après, tu te dis on verra bien. Et je commence quand même, avec le têtu que je suis, à réfléchir. Et je me dis, si jamais je veux gagner une médaille à Paris, si jamais je peux reprendre, qu'est-ce que je peux faire? Et là, je commence à remettre en question un petit peu tout le parcours, et puis tout ce que je vais avoir à faire. Donc la première chose, c'est que je me dis, je vais devoir moins travailler, parce que je suis ergothérapeute de formation. Je vais devoir moins travailler à côté. Je travaille déjà aussi pour assurer mes besoins, parce qu'en tant que sportif de haut niveau, c'est pas toujours évident.
Et je me dis, bon, bah, je dois passer plus de temps sur les pistes, plus m'entraîner. Là, je vais avoir à l'évidence besoin d'une nutritionniste pour pas que ce genre de choses réarrive. Alors, c'est pas arrivé pour des raisons de malnutrition ou quoi que ce soit. C'est arrivé un peu par hasard. Et j'ai eu, là, les médecins m'ont expliqué justement qu'ils n'expliquent pas pourquoi ça arrivait maintenant et pas avant, au vu de l'état des intestins. Quand ils ont ouvert, qu'ils ont vu, ils ont dit, mais c'est pas croyable. Et surtout au vu de la charge d'entraînement que je m'imposais pour les Jeux. En fait, je suis arrivé à l'hôpital, je faisais 8% de masse grasse. Donc c'était, en fait, quand ils m'ont opéré, il n'y avait rien d'autre que le muscle à ouvrir, quoi. Et voilà. Et donc je commence à me dire, voilà, je vais devoir voir une nutritionniste, revoir ma préparation physique aussi, parce que forcément au niveau abdominal, là, je vais avoir un travail à faire que j'ai jamais eu à faire avant. Et puis tout ça, ça m'amène aussi à me remettre en question, à me dire que j'ai pas les compétences pour, ni moi ni mon coach ont les compétences pour faire ça tout seul. Et donc j'accepte aussi de reconnaître à un moment donné, de casser mes représentations et de me dire, voilà, la nutritionniste, je vais en avoir besoin, le préparateur physique, je vais en avoir besoin. Et puis je réfléchis comme ça au fur et à mesure à ce que je peux faire. Et puis aussi, je me dis, je réfléchis un petit peu à comment j'ai vécu le parcours jusqu'au jeu. Alors le mien, il a été assez chaotique. Comme vous avez vu dans la vidéo, je me suis qualifié deux mois avant les Jeux. Donc ça a été assez complexe parce que c'est des événements qu'on prépare sur 5 ans. Quand vous n'arrivez pas à vous qualifier, vous levez le matin, vous vous dites que vous servez à rien, que vous êtes nul. C'est terrible. Et finalement, j'ai réussi à force de travail, avec un peu de chance, à me qualifier. Et puis je me dis que plus jamais je veux revivre ça. Que pour les Jeux de Paris, même s'il va y avoir de la pression, même si c'est à la maison, je veux plus jamais revivre ça. C'est le sport, en fait, qu'il soit de haut niveau ou loisir, il doit pas servir à se lever le matin en pensant qu'on sert à rien. Enfin, je veux dire, ça a pas de sens. Moi, je fais le 100 mètres, ça veut dire que mon but, c'est de gagner des centièmes de seconde. Je veux dire, à l'échelle de la vie, quand on met ça, quand on réfléchit de façon extérieure, c'est pas grave de louper un 100 mètres ou de réussir un 100 mètres. Il y a rien de dramatique. Donc, du coup, je revois complètement aussi ma façon de penser mon sport, ma façon de le vivre, et je me dis que plus jamais je vais vivre ça. Donc je me fais aussi une reconnexion avec mon sport, c'est-à-dire que je me dis que je le fais plus pour satisfaire une fédération, je le fais plus pour satisfaire un entraîneur, je le fais plus pour satisfaire, en fait, enfin, plein de choses, plein de pressions qu'on peut se mettre à l'extérieur, alors qu'en fait elles sont pas forcément toujours utiles. Forcément qu'il faut une pression quand vous êtes dans les starting blocks ou dans la chambre d'appel en finale des Jeux paralympiques pour faire un 100 mètres. Si vous n'avez pas de pression, vous avez rien à faire là, parce que il va en falloir un petit peu quand même. Mais il faut que ce soit une pression saine. Et donc je me fais une reconnexion comme ça avec mon sport, parce que je me dis, bon, en fait, mon sport, je l'aime, et que je suis dans mon lit d'hôpital et là, je peux rien faire. Et il y a des séances, parfois, j'ai pas envie de les faire. Les séances où vous vous levez le matin, le dimanche matin, qui neige, qui fait 8 degrés, vous devez aller vous entraîner à Tourcoing. Je vous assure que parfois, vous avez envie de rester au lit, même quand on est sportif de haut niveau, même quand on a des objectifs de médaille olympique ou paralympique. Et du coup, je me dis, mais ces séances-là, j'ai envie de les faire, quoi. Je les aime, ces séances-là, finalement, parce que là, je suis dans mon lit, je peux rien faire. Je tourne en rond. C'est terrible. Du coup, je fais cette reconnexion-là qui, à mon sens, va être importante pour la suite. Et puis pour pas me laisser abattre, surtout, j'ai toujours le sport dans un coin de ma tête, mais je me fixe plus de gros objectifs. Je vous ai parlé tout à l'heure de micro-objectifs. Ça, c'est quelque chose que je vous encourage vraiment à faire aussi dans vos vies quotidiennes, en entreprise. Je dis toujours qu'en entreprise, on fait la même chose qu'un sportif de haut niveau, dans des environnements qui sont différents. Et vous allez peut-être vous reconnaître dans ce que je vais raconter, dans les choses que j'ai mis en place. Déjà, dans casser ces représentations, mais surtout dans la notion de micro-objectif. Pourquoi ? Parce que si demain, je veux grimper l'Everest, et là, clairement, ce qui m'attendait avec ce qui m'est arrivé, c'est clairement l'Everest et encore, je vais pas me mettre au pied de l'Everest et commencer à grimper sans avoir eu de formation en escalade, sans avoir tenté des petits cols avant. Donc, je vais commencer à aller dans les Vosges, m'équiper, me renseigner, etc. Et peut-être, j'arriverai à l'Everest. Du coup, je commence à réfléchir comme ça et je commence à le mettre en place dès le lendemain de mon opération. C'est-à-dire que je me dis, bon, première chose, déjà, les antidouleurs, t'arrêtes parce que tu vas être dans le gaz pendant 3 semaines. Tu vas être que l'ombre de toi-même, mais ça me ressemble pas, ça m'intéressait pas. Donc, je me suis dit, on va déguster un petit peu, mais ça va aller. Donc, première chose, j'arrête les antidouleurs. Ensuite, je me dis, bon, demain, tu aides l'infirmière à faire ta toilette. Et puis le surlendemain, tu aideras les soignantes à faire ton transfert. Et puis le surlendemain, ton transfert, tu le feras tout seul. Et puis le surlendemain, tu te mettras debout. Et le surlendemain, tu te mettras debout tout seul. Comme ça, jusqu'à l'objectif final à l'hôpital, c'était d'aller prendre ma douche tout seul. Alors, vous voyez, c'est des trucs qui sont très très simples. Hein. Mais quand vous êtes dans cette situation, vous pouvez pas manger, vous pouvez pas boire, vous pouvez rien faire, vous êtes complètement entre guillemets dépendant, alors que 2 semaines avant, vous étiez sur le toit du monde. C'est psychologiquement compliqué. Du coup, je me mettais pas de pression, des micro-objectifs comme ça, tous les jours, et c'est ce qui m'a permis, au fur et à mesure, en fait,
de reprendre un petit peu. Et puis, donc au bout d'une semaine, je sors de l'hôpital. J'ai la chance que l'opération est bien tenue. Les chirurgiens n'étaient pas encore certains que ça allait le faire. À ce moment-là, comme ça commence à aller un peu mieux, alors ma vitesse sur 100 mètres, c'était ça, hein. Donc s'il fallait me battre au 100 mètres, c'était à ce moment-là. Donc je marchais comme ça, plié en deux. Je me dis, ça va être compliqué quand même. Mais je perds pas, je continue dans ma routine de micro-objectif. Et puis je rentre à la maison et à la maison, je perds 10 kilos en une semaine. Là, c'est compliqué parce que j'en fais que 65. J'ai plus d'énergie. Là, ça a été pour moi le moment le plus compliqué à gérer, ça a été cette perte de poids. Pas pour l'aspect, on va dire, esthétique de la chose, de dire je perds mes muscles. C'est juste qu'en fait, on se sent faible, alors que 2 semaines avant, on était sur le toit du monde, quoi. Donc c'est compliqué psychologiquement. Heureusement, j'ai eu la chance d'être entouré à ce moment-là par ma famille, ma copine, mes frères, mes amis. Et ça m'a permis comme ça de pas trop réfléchir à ça. J'ai vu le médecin du sport qui me dit, bon écoute, là c'est compliqué, tu vas peut-être reprendre l'entraînement au mois de mars et tu reprendras peut-être le sprint à ce moment-là. Enfin l'entraînement au mois de janvier, pardon, et le sprint au mois de mars. Et puis se passe comme ça 2-3 semaines où je suis dans mon lit et je fais pas grand-chose d'autre que réfléchir à ce que je vais mettre en place pour progresser. Et puis un jour, je vais un peu mieux et puis je me dis que je vais quand même commencer à refaire un peu de sport. Parce que quand vous allez mieux, dans un premier temps, je vous ai dit, j'ai pas pensé au sport parce que c'était grave ce qui m'arrivait. Et puis quand ça commence à aller un peu mieux, il y a le côté têtu qui revient. Et je me dis, si je faisais un peu de sport avec des élastiques sans forcer sur les abdos, ça pourrait être pas trop mal. Et je commence comme ça à faire des petits exos. Alors là, par contre, en termes de psychologiquement, il a fallu accepter de repartir de vraiment zéro. Pour vous donner une idée, au jeu, je levais 90 kg développé couché. Vous savez, l'exercice, vous êtes allongé sur le banc, vous levez la barre avec les bras. Là, mon développé couché, j'étais assis sur une chaise avec une sangle abdominale pour la cicatrice. J'avais pas le droit de m'aider de la respiration. J'ai attaché un élastique sur le balcon et que j'ai relié par un manche à balai. L'élastique, il avait une résistance de 10 kg et j'étais comme ça. J'y arrivais vraiment pas. J'y arrivais pas, c'était dur. Et là, je me suis dit, l'Everest, il va être vraiment haut, hein, ça va être vraiment compliqué. Mais comme ça, en fait, tous les jours, je me fais une petite routine de sport, d'étirement, ce genre de choses. Et puis au mois de novembre, je me sens mieux. La convalescence est terminée. La cicatrisation est bonne. Donc, j'ai fait un scan de contrôle. Et là, le scan est très positif. On me dit que j'ai une paroi abdominale parfaite avec une cicatrisation parfaite. Donc là, je me rends compte aussi que j'ai eu énormément de chance. Et je remercie le chirurgien énormément parce que je ne sais pas si à ce moment-là, lui se rend réellement compte de ce qu'il a fait pour moi. Il a sauvé ma vie d'une part, et puis ensuite ma carrière, et puis tout ce qui va en découler. Là, maintenant, ce que je vais vous raconter, c'est aussi grâce à eux. Enfin, je parle du chirurgien, mais c'est aussi les aides-soignantes, etc. J'ai été très bien accueilli, très bien accompagné. Et je reprends le sport comme ça au mois de novembre. Donc j'ai 2 mois d'avance sur ce que disait le médecin du sport. À ce moment-là, je me dis, le côté têtu, va falloir le ranger de côté, on va le mettre de côté et on va vraiment écouter le coach. Et donc là, on met pas la charrue avant les bœufs, on y va tranquillement, sans pression. De toute façon, j'ai 2 mois d'avance, donc j'ai rien à perdre, quoi. Et puis je me rends compte en fait que je fais mon premier footing, 20 minutes. J'ai l'impression d'avoir 50 ans, d'avoir jamais fait de sport de ma vie, d'être en surpoids et fumeur. C'est dur. Je me dis, mais wow, ça va être tellement compliqué. Comment je faisais pour faire le 100 mètres en 11 secondes de 30? Et en fait, mais c'est des petites, comment dire, des petites claques que je prends, mais qui m'arrêtent pas pour autant. Mais ça me force à me dire justement à y aller tranquillement, quoi. Ça, si je reprenais le sprint trop tôt, j'allais bien évidemment soit me blesser, soit louper un petit peu les objectifs à venir. Et donc, on ne se fixe pas forcément d'objectifs de performance cette saison. On se dit que, donc là, quand je dis on, c'est avec mon coach, avec tous les gens qui m'entourent. On se dit que si j'arrive à retrouver à peu près mon niveau qui était de 11,30 au jeu, donc si je fais 11,40 en fin de saison, que je retrouve l'équipe de France et le haut niveau, c'est déjà exceptionnel, quoi. C'est déjà très très bien. Et en fait, tout se passe très bien, tout se passe pour le mieux. Au mois de janvier, je reprends le sprint, toujours avec 2 mois d'avance sur ce qu'avaient pronostiqué les médecins. Et en fait, bizarrement, ça se passe vraiment bien, quoi. C'est-à-dire que je me sens plus relâché qu'avant, sûrement grâce aussi à l'opération et tout ce qu'ils ont enlevé à l'intérieur. Donc là, je commence à me dire que si jamais 20 cm d'intestin, ça me fait aller beaucoup plus vite. Je me dis que bon, j'ai un intestin de 5 mètres, s'il faut en enlever encore un petit peu pour progresser, pourquoi pas. Mais du coup,
je reprends comme ça et je me rends compte que je me mets beaucoup, beaucoup moins de pression qu'avant parce que tout simplement, j'ai conscience de ce qui m'est arrivé et je prends conscience petit à petit aussi que, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui est grave, c'est d'être dans un lit d'hôpital, de ne pas pouvoir manger, de ne pas pouvoir boire, de ne pas pouvoir marcher, de ne pas pouvoir se laver, d'être dépendant. Parfois, certaines personnes traversent ça seules. Ça, c'est grave. Faire un 100 mètres, moi, je sauve la vie de personne, je tue personne. Alors, bien évidemment, je suis compétiteur, j'adore les médailles et j'adore gagner, mais j'ai envie de vous dire que je sois champion paralympique ou pas du tout, bah, je reste moi-même à la fin, je suis la même personne. Donc voilà, maintenant, je prends mon sport avec beaucoup plus de relâchement, tout en ayant conscience de l'importance professionnelle que ça a, parce que quand même, j'ai envie de gagner une médaille à Paris. Mais pour autant, voilà, j'ai supprimé ce facteur pression inutile et ça me permet d'être beaucoup plus relâché. Et croyez-moi, le relâchement dans le sprint, c'est un des secrets de la vitesse. Surtout pour une personne comme moi avec une infirmité motrice cérébrale, c'est vraiment entre guillemets, notre plus grand défaut, c'est le relâchement. Donc voilà, je reprends les compétitions au mois d'avril. Première compétition, je fais 11,30. J'égalise mon record au jeu. Et là, clairement, je panique pas. Je me dis trop bien. Parce qu'on pourrait être dans l'euphorie et de se dire ouais, je suis trop fort ou quoi que ce soit. Et c'était vraiment bizarre comme sensation. Mais je me dis bon, je laisse couler. Et puis au mois de mai, j'enchaîne avec une compétition en Suisse où je bats mon record sur 100 mètres. Je fais 11,21. Et là, j'explose. Je bats mon record, je passe la ligne, je vois 11,21. J'explose. Parce que je me rappelle en fait de tout le chemin qui m'a emmené là. Et je me dis, mais c'est incroyable ce qui se passe, quoi. Et bon, malheureusement, j'ai pas réussi cette saison à renouveler un record sur 100 mètres. Donc, mais je me suis maintenu en fait en dessous des 11,30, ce qui est la deuxième performance mondiale cette année. J'ai été double champion de France aussi, du coup, sur 100 mètres et 200 mètres. Je bats mon record sur 200 également. Donc, j'établis un nouveau record de France. Et je bats surtout au meeting international de Paris, je bats l'Australien 2 fois. L'Australien qui est devant moi aux Jeux paralympiques, sachant que, excepté le Chinois qui est vice-champion paralympique, tout le monde était présent sur la ligne de départ au meeting de Paris. Et c'est un remake de la finale, à une personne près. Et je termine deuxième, en battant en série et en finale l'Australien. Et là, je me dis que c'est bon, je peux repenser à gagner une médaille à Paris. Et donc maintenant, aujourd'hui, c'est pour ça que je suis parti. Clairement, c'est pour ça que je m'entraîne tous les jours. Et avec maintenant cette expérience de l'occlusion en plus qui me permet, qui a été très très difficile, qui a été ultra violente, mais qui maintenant, je pense, me permet réellement de me dépasser autrement et de voir complètement les choses autrement. Donc, je vous encourage quand vous rencontrez ce genre d'épreuve à vraiment pas tout dramatiser tout de suite. Forcément, il faut prendre le temps de la récupération, il faut prendre le temps de l'accepter. Mais fixez-vous comme ça des micro-objectifs au quotidien. Ne vous mettez pas de barrières. Ne mettez pas de barrières infranchissables en fait. Faites-vous des petits trucs. Franchement, faire ses transferts et aller à la douche pour un sportif de haut niveau, c'est pas un objectif à la base. Mais dans un moment de ma vie, ça l'a été. Et je vous encourage vraiment que ça soit dans l'entrepreneuriat, que ça soit dans votre vie quotidienne, à le faire parce que ça permet aussi quand vous avez des micro-objectifs comme ça, de réinterroger le projet en permanence, de pouvoir avoir des feedbacks, de pouvoir regarder derrière soi, de se dire ça je l'ai fait, ça reste à faire. Ah, là je dois peut-être changer de chemin, je dois rebrousser chemin, changer, etc. Et quand bien même vous n'arrivez pas l'objectif final au sommet, quand vous avez terminé, vous regardez derrière vous, vous savez ce que vous avez fait, vous pouvez l'analyser et vous dire demain je serai meilleur ou l'année prochaine je serai meilleur. Et voilà, c'est vraiment une notion pour moi qui était importante aujourd'hui de vous raconter parce que c'est ce qui m'a permis moi aujourd'hui d'arriver à ce niveau-là et de pouvoir encore espérer en mes chances de gagner une médaille à Paris. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Dimitri. Est-ce que vous avez des questions à poser à Dimitri ? Elles peuvent être sur le plan personnel, sur le plan sportif, sur le plan du handicap. N'hésitez vraiment pas, il n'y a pas de sujet tabou. Voilà. Donc, tu as parlé de performance et la question que je me posais, c'est est-ce que tu avais un objectif de chrono maintenant pour les JO ou tu étais toujours en relâchement et tu laissais les choses venir au fur et à mesure? Alors, j'aimerais ne pas avoir de chrono en tête parce que c'est parfois des barrières qu'on se fixe. Vous savez, quand vous dites qu'il faut que je fasse 11-20, par exemple, votre corps, vous le conditionnez à faire 11-20. Vous ne le conditionnez pas à faire 11-10, 11 ou 10-90. Vous allez faire 11-20. Donc, j'aimerais ne pas avoir d'objectif de chrono. Après, je suis assez rationnel et je vois l'évolution du niveau qu'il faut avoir pour avoir une médaille à Paris. Pour vous donner un ordre d'idée, le podium à Tokyo, il s'est joué en 4 centièmes de seconde entre le premier et le troisième.
J'aurais donc le premier fait 10,97, le second 11,00 et 11,01 pour le troisième. Je fais 11,02, je suis pas sur le podium. Hein. Alors que bon, c'est le 100 mètres après. Hein. Donc il faut que j'atteigne un niveau qui est aux alentours de 11 secondes 10,90. Et clairement, quand je vois ce que j'ai pu fournir l'année dernière et comment s'est passée la reprise cette année, je me dis qu'il y a vraiment moyen parce que je suis pas techniquement le meilleur et j'ai beaucoup de progrès à faire à ce niveau-là. Surtout que j'ai 25 ans. L'âge d'or pour un sprinter, on pense qu'il est entre 28 et 30 ans et ça tombe bien, à Paris, je devrais avoir à peu près cet âge-là. Donc je suis assez confiant pour la suite. Ouais. Mais il y a des objectifs de chrono forcément parce qu'on sait que c'est ce niveau qu'il faut atteindre pour avoir une médaille. Voilà. Après, dire que j'aurai une médaille ou pas si je fais en seconde, bien malin celui qui arrivera à dire je serai champion paralympique parce que si ça se joue en 4 centièmes de seconde, si tu as fait des pompes dans la chambre d'appel et que tu es un petit peu, tu as gonflé un petit peu les épaules, ça peut passer en ta faveur. Quoi. Enfin, j'exagère, mais je veux dire, ça se joue à ça. Voilà. Encore une question? J'avais une question sur la planification ou des micro-objectifs. Oui. Donc tu as dit que tu te les fixais jour après jour, mais est-ce qu'à un moment tu te fixais des jalons sur une semaine, un mois? Oui. Et autre question, est-ce qu'il t'est arrivé de pas arriver à remplir tes micro-objectifs? Bah oui, Ouais. oui, bien sûr. Donc je me fixais au début, comme c'était ultra violent, effectivement, tu as parlé de temporalité, c'était du jour au lendemain les micro-objectifs, parce que quand j'étais à l'hôpital, je ne pouvais pas du tout anticiper de savoir dans combien de temps j'allais pouvoir manger un bon plat de lasagne, par exemple. Mais après, effectivement, quand la forme, elle vient, tu te fixes des micro-objectifs de semaine en semaine en fonction des compétitions, mais tu te dis, à Paris, il faut que j'atteigne ce niveau-là, par exemple, dans 2 mois. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, avec cette notion de micro-objectif, vous planifiez des étapes sur la route de chaque étape. Vous avez des embouteillages ou quoi que ce soit, où tout se passe bien et vous pouvez filer. Oui, j'ai des micro-objectifs et des autres objectifs dans les micro-objectifs. En fait, c'est de réfléchir toujours comme ça au jour le jour, entre guillemets, pour en fait toujours être conscient de où on en est et de pouvoir réinterroger le projet en permanence. Alors ça demande beaucoup de travail sur soi, parce que quand vous faites ce projet-là, bien évidemment, sur la piste, on est tout seul à courir, mais tout autour de vous, vous avez plein de gens, vous avez la fédération, vous avez votre famille, vous avez le coach, vous avez la préparatrice mentale, etc. Donc ça demande aussi de travailler sur soi, parce que d'accepter aussi que dans la relation à l'autre, des fois on va devoir donner un peu plus que ce qu'on va recevoir, et il ne faut pas attendre en retour la même chose. C'est difficile humainement, parce qu'on est humain et on aimerait que quand on donne, on reçoit la même, mais c'est pas toujours faisable. Et donc ouais, c'est important de se planifier ces micro-objectifs aussi pour avoir conscience de tout ça et de travailler sur soi pour pouvoir les réaliser. Et il m'est arrivé effectivement de ne pas les réaliser, parce que je voulais faire 11-15 en fin de saison, juste pour le plaisir de battre mon frère jumeau qui a un record en 11 secondes et 16 centièmes. C'était juste mon petit plaisir à moi, puis j'ai pas réussi malheureusement, mais c'est pas grave, c'est pour l'année prochaine. Voilà. Une toute dernière question. Bonjour Dimitri et merci pour la présentation. Avec plaisir. Et tout le parcours que tu as accompli. Moi, c'était une petite question, tu l'as rapidement abordé sur quand tu as découvert que tu pouvais participer en fait à des compétitions paralympiques. Quelqu'un en particulier t'a aiguillé vers ceci, ou c'est toi par tes propres recherches que tu as pu en fait découvrir une catégorie particulière auquel tu pouvais concourir? Très bonne question. C'est vrai qu'aujourd'hui, le mouvement paralympique reste à promouvoir en France, même si avec les Jeux de Paris, on est pas mal aidé. Moi, en fait, si j'ai pas participé au mouvement paralympique avant, c'est par méconnaissance de catégorie pour moi. Pas par un problème d'acceptation de handicap, parce que j'ai jamais eu aucun mal à en parler ou quoi que ce soit. Et même en étant ergothérapeute, même en baignant dans le milieu depuis toujours, j'avais même pas conscience que j'avais cette possibilité-là. Et j'ai eu la chance de rencontrer un coach qui est kiné du sport, qui est mon ancien coach sur Nancy, à qui j'ai parlé de mon handicap comme ça, on va dire de façon lambda, quoi. Et qui m'a dit, mais attends, tu peux faire du handisport, il y a une catégorie pour toi. Et tu as de la chance, je connais un médecin classificateur. Un classificateur, c'est le médecin par lequel on passe pour être dans une catégorie, ce qu'on appelle le processus de classification. Donc forcément, pour que les athlètes puissent se retrouver dans des catégories équitables, et que demain, je ne me retrouve pas à courir avec un amputé, par exemple. Donc voilà. Et puis j'ai rencontré ce médecin classificateur qui m'a dit, moi je vois aucun frein à ce que tu puisses rentrer dans cette catégorie-là, en l'occurrence la catégorie T38. Et j'ai enchaîné avec les championnats de France en janvier qui ont suivi, et champion de France. Et là, j'ai commencé à me dire qu'il y avait quelque chose à faire. Voilà. Merci beaucoup Dimitri, vous pouvez l'applaudir. Merci à vous. Merci pour ce partage.
Avec plaisir. J'espère que l'expérience vestiaire vous a plu. La fin de programmation, c'est maintenant ici. En tout cas, on vous attend du côté de la grande salle Pasteur pour la clôture de Sport Unlimited Tech 2022 ici à Lille. Merci encore.